Je vais commencer à enregistrer. Alors, bienvenue, bienvenue. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Et même là, je ne vous vois pas. Je vois des. Au moins, je vous garde. Il y a une image d'un skieur qui est tombé, au moins ça, mais je vois juste vos noms. Alors, c'est ça, aujourd'hui, je voulais parler un peu du dernier TP, le TP sur le transport. Je pense que les notes sont pas mal bonnes. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont eu 90, 95, ça a été super bien. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qu'on veut corriger dans le dernier TP? Je vais mettre le solutionnaire dans Données. Donc, si je peux partager mon écran, vous montrer mon solutionnaire. Où est-ce qu'il est, mon solutionnaire? TP2. Je ne vois pas. Je ne vois pas mon solutionnaire. Bizarre. Ah ouais, je l'ai. OK. OK, donc si on regarde un peu le dernier TP, alors il y avait 14 questions. Est-ce que c'était comme mission impossible? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Parce que le but, bien sûr, est d'apprendre quelque chose. C'est de la matière un peu théorique. Est-ce que vous sentez, au moins que vous avez une base dans le transport? Ouais. Parce que c'est des choses comme les forces et faiblesses, là, c'était assez facile de trouver ça. Ça, c'est super bien été. Même, on n'a même pas besoin de faire une grosse recherche. On sait que le camion, ben, il est plus flexible, on peut aller à plus de places, mais on peut mettre moins de stock qu'un train. C'est du gros bon sens. Oui, le bateau, on peut mettre beaucoup de stock, mais ça prend plus de temps. Et donc, c'était ça la question 1. La question 2, le connaissement. Ça, c'est un terme que je suis sûr que la plupart ne connaissaient pas. C'est quoi un connaissement? Et en fait, au Québec et dans le monde, il y a très peu de gens qui utilisent ce terme-là, connaissement. On utilise le terme anglophone, on utilise BL. Donc, moi, quand j'étais dans les entreprises, on disait beaucoup BL. Les gens disaient, où est-ce qu'il y a le BL, BL? Puis moi, je ne sais pas c'était quoi un BL. Je ne sais même pas c'était en quelle langue. Un BL veut dire Bill of Lading, qui est la traduction de connaissement. OK? Donc, si vous entendez dans votre vie professionnelle quelqu'un qui dit BL par rapport au transport, bien là, vous savez que c'est un connaissement. C'est un genre de contrat, OK, qui, c'est un peu plus que, parce qu'il y a, bien sûr, il y a d'autres documents. Il y a des documents qui est le bon de livraison, mais c'est un peu plus que le bon de livraison parce que c'est un contrat. Donc, une fois que la matière est dans le camion, ça appartient au transporteur, que ce soit la compagnie Robert. Eux autres sont très, très connus. Et eux autres sont propriétaires. Donc, s'il y a quelque chose qui arrive à la matière, bien, c'est marqué dans le connaissement combien ça vaut. OK? Donc, qui est en train de parler? OK, donc ça, c'était la question 2. Ensuite, 3, je pense que vous avez très bien compris, c'est quoi un centre de groupage. On a même fait des exercices pour montrer que grouper, ça nous fait sauver de l'argent. Donc ça, je n'ai pas demandé ça dans un devoir, c'est parce que à un moment donné, je ne peux pas tout demander, mais est-ce que ça vous tenterait d'avoir un devoir pour pratiquer tous les coûts de transport? Ce sera bien. Parce que, tu sais, je ne veux pas mettre trop de devoirs non plus, mais je sais que si vous pratiquez jamais comme le problème du transport, on l'a juste fait une fois ensemble, puis jamais plus. Fait que je pense que c'est important de le pratiquer au moins une autre fois, puis tous les coûts de transport, si on fait du groupage, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, peut-être dans un futur devoir, je vais intégrer ça. Incoterm, je pense que c'était assez facile de savoir c'est quoi un incoterm. L'intermodal, il y en a qui ont très bien réussi. Donc, on a le ferroutage, on a le piggyback. Donc, finalement, c'est de combiner les méthodes de transport ensemble. Il y a des noms spécifiques. Alors, j'ai enlevé des points dans le TP si vous n'avez pas trouvé les noms comme ferroutage ou piggyback ou fishyback. Des choses comme ça, c'est pour la combinaison de modes de transport. Quoi d'autre? Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ici, l'avion, c'est ça, un genre
fusion d'avions et voitures qu'on a le droit de le conduire. J'ai trouvé ça intéressant qu'on a le droit de conduire un véhicule qui se transforme en avion. C'est légal. Alors, ça fait partie des changements qu'on voit en transport. Ici, donc ça, comme j'ai dit, je vais mettre le solutionnaire. Donc ici, la réponse ici pour le 9A, c'était 44 500 ou 43 500, dépendant si on a une période de gel ou dégel. Alors, je sais que vous n'allez jamais être camionneur dans votre vie. Peut-être que oui, mais même si vous n'êtes pas camionneur, c'est important parce que peut-être ça va être vous qui allez dire aux personnes combien mettre dans chaque camion pour minimiser les coûts. Alors, il faut connaître ces poids qu'on peut mettre ou non. Donc, le B, la même chose, il fallait le savoir. La réponse était 17 000 ou 16 000. Il y a comme trois quarts des gens qui ont eu, mais il y a un quart des personnes qui n'ont pas eu la bonne réponse. Alors, dans mon solutionnaire, j'ai même j'ai fait un imprime écran ici de la réponse ici. Et on voit ici qu'en bas, c'est 17 000, 16 000. Ça, c'était la bonne réponse s'il y a deux essieux. Donc, ça, à revoir pour ceux qui n'ont pas eu la bonne réponse. J'ai mis quelques questions par rapport au coût de transport. On voit les réponses ici. Donc, si vous n'avez pas ces bonnes réponses-là, refaire votre calcul. Donc, 1003, c'était ça le calcul. Si on envoie 17 000 de Québec à Bécomo, l'autre, c'était 89 et 18. Il y en a qui ont essayé de faire un calcul ici. Ils n'ont pas réalisé si c'est moins que 500 livres, il n'y a pas de calcul. Vous allez dans le tableau, vous lisez le tableau, puis that's it. Donc, moins que 500 livres, il n'y a pas de calcul. Vous allez chercher le taux qui est donné. Okay? Plus que 500, là, il y a un petit calcul à faire. Okay? Donc, ça, c'était les réponses pour la question numéro 17. 11 impartitions, oui, c'était, je pense que tout le monde l'a eu. 12, c'était de trouver finalement les définitions. C'est quoi un transitaire? C'est quoi, en anglais, c'est freight forwarder. Donc, c'est toujours le fun de faire le lien avec le monde anglophone parce que si vous dealez avec les États-Unis ou le reste du Canada, peut-être qu'on ne va pas utiliser les mots transitaires. Alors, il faut connaître les deux termes. Dans l'examen, je ne vais pas vous demander de donner les termes en anglais, mais si vous amenez ça aussi, ça me montre que vous avez fait un peu plus de recherche. Quoi d'autre? 13, ça j'ai aimé vos réponses, c'était vraiment intéressant. Et 14, c'était d'aller voir qu'est-ce qui se passe chez Amazon avec les robots. Et c'est vraiment intéressant. Donc, ça, c'était votre TP numéro 1, qui valait 4 %. Je vais vous envoyer aujourd'hui votre deuxième TP parce qu'il n'y a pas de travail de session comme tel. Donc, je vous ai dit que j'allais vous donner des TP pour un peu remplacer. Donc, le premier valait 4 % et le deuxième va aussi valoir 4 %. Et ça va être sur la qualité. Donc, je peux vous le montrer rapidement. TP sur la qualité. Alors, encore, il faut le faire en équipe de deux. Alors ici, je vous ai donné un processus. Ça, c'est en fait ce que j'ai vécu à la compagnie Précision quand je travaillais là-bas. J'étais planificateur de la production et j'ai regardé qu'est-ce qui faisait chaque mouvement, ce que les gens faisaient. Donc, depuis la réception, la paperasse, où mettre les choses, comment bouger les choses. Et j'ai trouvé que c'était super inefficace. Ils faisaient des choses qui étaient… Pourquoi vous faites des choses comme ça? Donc, vous allez lire ce processus-là au complet. Donc, il y a 36 étapes pour recevoir des pièces et les mettre dans l'entrepôt et les utiliser. Alors, c'est à vous maintenant avec ces techniques-là. Il y a 10 techniques qui ont rapport des techniques ou des outils de qualité. Vous allez faire une petite recherche sur chacun. Donc, Kaizen, c'est quoi un Kaizen? C'est quoi les 5 S? C'est quoi du process mapping? Ou en français, cartographier le processus. Réingénierie du processus, SMED, benchmarking, le QQOQC. Est-ce que quelqu'un sait c'est quoi le QQOQCCP? Est-ce que vous êtes Non. impressionné par ce nom? Alors, votre job, c'est d'aller faire une recherche de ces choses-là, de me donner un exemple pour chacun. Comment ça fonctionne le QQOQCCP dans une entreprise? Et aussi une autre question, comment ça pourrait t'aider dans ta propre vie? Donc ça, prenez des choses simples comme vous faire une sandwich. Tu sais?
faire vos devoirs, des choses comme ça, à vous préparer pour, je sais pas, pour vous raser, quelque chose comme ça. Donc, comment est-ce qu'on peut intégrer ces techniques-là dans votre propre vie? Donc, ça va vraiment me montrer si vous avez compris ou non ces choses-là. Donc, ça, j'ai hâte de lire vos réponses. Et ensuite, donc ça c'est les questions A, B, C, D. Ensuite, ce processus-là de 36 étapes, vous allez me dire quelle étape est-ce qu'on peut éliminer et on le remplace par quoi ou lesquelles qu'on peut remplacer. Donc, une fois que vous avez appris ces outils de qualité, ça devrait vous donner des idées de comment améliorer ce processus-là. OK? Donc, j'ai hâte de voir quel genre d'analyse vous allez faire par rapport à ça. Et j'ai ajouté un exercice ici pour le contrôle de qualité à la réception selon le standard militaire. C'était le dernier vidéo que je vous ai envoyé, donc on va voir si vous êtes capable d'appliquer ça dans un problème. Donc ça va être votre prochain TP et vous aurez une semaine pour répondre à ces questions-là. Cool? Cool. Excellent, excellent. Donc, j'ai hâte de voir ça. Donc, ça, c'est le TP numéro 2. Je vais vous l'envoyer par Colnet juste après cette vidéo-là. Maintenant, pour le dernier devoir, donc, est-ce que je vais fermer ça? Je vais aussi fermer ça. J'ai trop de fenêtres qui sont ouvertes. Voilà, je ferme ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au transport avant de passer à d'autres choses ou par rapport à le dernier cours sur la qualité? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est le moment de les poser. Par rapport aux standards militaires, par rapport aux cartes de contrôle, par rapport à la carte C, la carte X, la carte... il y a beaucoup de matière là-dedans. Est-ce que ça a bien été le devoir? Oui. Oui? Anna dit oui, merci. Marc, ça a bien été? Marc, est-ce que tu existes? Et si tu n'existais pas? Non? Ah, Marc dit oui, good. OK, donc ça, j'ai prévu de corriger ensemble avec vous le devoir. Donc, si vous avez des questions pendant que je corrige, allez-y. Monsieur Anthony me dit qu'il y a une question. C'est quoi ta question, Anthony? Je me demandais si, avec la charge du travail que le TP va apporter, Oui. est-ce qu'on pourrait augmenter le pourcentage un peu, que seulement 4%, c'est quand même très long à faire, puis c'est seulement 4%, puis diminuer du même coup les pourcentages d'examen comme on avait parlé au début de la session? Ben, ouais, c'est pour ceux qui ont fait le cours l'année passée, ce TP-là, il valait 1%. Fait que je l'ai augmenté de 1 à 4. Je l'ai déjà augmenté. Alors, peut-être que je peux le mettre à 5. Parce que oui, j'avoue que c'est quand même de la recherche. Alors, oui, peut-être 5 ou 6. Oui, ouais, c'est une bonne idée parce que les examens valent beaucoup. Mais pour moi, ce qui prouve votre compétence, c'est les examens. Donc, je veux que quelqu'un qui performe dans les examens, il mérite de passer. Et quelqu'un qui ne performe pas aux examens, ne mérite pas de passer. Donc, si, exemple, tu fais un TP à 2 personnes, puis vous avez une bonne note, mais ça ne devrait être pas ça qui va décider si tu passes le cours ou non. Mais j'ai mis des TP parce que sinon, les examens valent comme trop. OK? 50 pour un examen, c'est trop. Donc, c'est pour ça que je vous donne des TP pour baisser un peu la valeur des examens. Fait que oui, je comprends ce que tu dis. C'est beaucoup de travail et ça devrait avoir une bonne valeur. Fait que je vais probablement mettre à 5 ou 6 Anthony. Cool? OK, merci. OK. OK, donc pour le dernier devoir, c'était super technique. OK, les questions 1. Donc, et ici, malheureusement, donc voici, je partage mon écran. Malheureusement, quand les gens le font, ben, ça fait comme, je ne sais pas combien d'années que je donne là, ça fait comme 10 ans que je donne ce cours-là, puis à chaque fois que je donne ce devoir-là, il y a une gang de personnes qui ne réalisent pas que ici, on travaille à la verticale. Donc, l'échantillon numéro 1, voici les pièces, donc 23, 22, 21, 20 et 20. OK? Donc,
Dans l'exemple du vidéo qu'on a fait, on travaillait à l'horizontale. Ici, je l'ai fait par exprès pour le mettre à la verticale, voir vraiment si vous êtes alerte ou non. Donc, il faut faire la moyenne des pièces dans un échantillon. Ça, c'est la première chose à faire. Donc, l'échantillon, elle est ici à la verticale. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont fait cette erreur-là. C'est correct, c'est un devoir, je vous pardonne. Mais si à l'examen, vraiment faites attention si c'est à la verticale ou à l'horizontale. On fait la moyenne des pièces dans chaque échantillon. C'est la première chose à faire. Fait qu'ici, on voit la moyenne. OK? Donc, il donne 21,2. Une erreur que je vois assez souvent, et moi-même, je l'ai fait une fois. Donc, j'ai fait égale moyenne. Et puis, il sélectionne aussi le chiffre 1. Donc, pourquoi ma moyenne est tellement basse? Donc, assurez-vous, quand vous faites la moyenne, c'est juste la moyenne des pièces. Et ne prenez pas le numéro de l'échantillon. OK? Donc, ça, c'est une erreur que j'ai vue une couple de fois à éviter. Donc, ça, c'est la première chose. On incrémente. Ensuite, la deuxième chose, je le montre en étapes. Donc, j'ai toutes mes moyennes ici. Ensuite, je vais faire la moyenne des moyennes. Donc, ce que je mets en jaune ici, ça, ce chiffre-là va être crucial pour une carte de contrôle. Ça va être ma valeur centrale, 20,98. OK? On va l'utiliser pour beaucoup de calculs. OK? Ça va être ma valeur centrale, ou il y en a qui appellent ça moyenne des moyennes. Ou il y en a qui écrivent X bar bar. X bar bar, c'est la même chose. C'est la moyenne des moyennes. OK? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire c'est quoi le but d'une carte de contrôle? Pourquoi on fait une carte de contrôle? Pour détecter les nombres d'erreurs qu'on fait. Pour détecter le nombre d'erreurs. OK. Mais pourquoi est-ce qu'on veut détecter le nombre d'erreurs? Pour voir si nos machines sont précises ou pas. Oui, oui, c'est une bonne façon de l'expliquer. OK? Donc, c'est ça, j'avais mis un exemple dans mon PowerPoint, quelqu'un qui fait du tir à l'arc. Alors, exemple, si on a une cible, puis il manque toujours la cible, mais il manque toujours à 1 centimètre. Donc, toutes les flèches sont exactement au même. Donc, ça veut dire qu'il est super bon, cette personne-là qui fait du tir à l'arc, mais il manque toujours la cible. Donc, tout ce qu'il doit faire, c'est rectifier son tir. Donc, lui, il tire parfaitement. Et c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce que la machine ou le processus, il marche bien? On ne veut pas savoir si les pièces sont bonnes. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent carte de contrôle, c'est voir si les pièces sont bonnes. Non, non, ce n'est pas pour voir si les pièces sont bonnes. On veut savoir si le processus est sous contrôle, s'il fonctionne bien. Donc, s'il est constant, on est content. Et même si les pièces ne sont pas bonnes, pas de problème. On va juste faire un réajustement. OK? Et quand je dis processus, ça peut aussi avoir lieu dans un restaurant, fabriquer des pizzas. Ça peut être aussi dans une banque. Ça peut être aussi dans un bureau de comptabilité, des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que vous qui vous êtes en comptabilité, on vous montre ça parce que ça peut être n'importe quel type de processus. OK? Donc, je reviens à mon exemple ici. Donc, comme j'ai dit, j'ai fait la moyenne de moyenne. Ensuite, je fais l'étendue. Donc, ça, c'est une façon de le faire. Je vais dépliquer ici. Vous allez voir mon... donc, ici, la formule, c'est... Je vais la refaire pour vous. Donc, ici, c'est le maximum, la pièce la plus grande moins la pièce la plus petite. OK? Donc, la pièce la plus grande, comment je la trouve? Avec la formule max moins la formule min. Et là, je prends le même échantillon ici. Et voilà, ça devrait fonctionner, c'est ça? Max moins min. OK? Ça me donne l'étendue. Ensuite, j'incrémente. Et ça me donne tous les étendus. En anglais, range. En français, étendu. OK? Donc, c'est important de savoir parce que des fois, les gens vont dire faites-moi une carte R. Bien, si vous ne savez pas que c'est range, range, c'est R. OK, veut la carte des étendus. Donc, qui donne 5,1. Donc, ça, ce chiffre-là va être très important aussi dans nos calculs. OK? Donc, le 20,98 et le 5,1.
Donc, donc, si vous voulez vous écrire des étapes, ça fait pour l'examen, des fois, c'est le fun, ça vous sauve du temps d'écrire les étapes. Pas besoin de chercher. Donc, la moyenne de chaque échantillon, la moyenne des moyennes. Troisième étape, on fait les étendues. Et la quatrième étape, je fais la moyenne des étendues qui donne 5,1 ici. OK? Ensuite, là, je peux calculer mon LCS. Alors ici, il y a beaucoup de gens qui font une erreur ici. Donc ici, la formule, c'est la moyenne des moyennes, donc mon 20,98, plus, ça, c'est mon facteur. Alors, le facteur ici, il y en a qui font une erreur ici. Donc ici, pour trouver le facteur, écrivez ça, s'il vous plaît. Il faut regarder le nombre. Donc ça, c'est le nombre de pièces. On voit ici que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 pièces dans un échantillon. Ça, c'est un chiffre. Et j'ai 20 échantillons. Alors, ça, c'est la confusion. Est-ce que vous prenez le chiffre 5 ou est-ce que vous prenez le chiffre 20? Qui pourrait me répondre à cette question-là? 5 pièces. C'est 5, exact. Pourquoi? Parce que dans le tableau, c'est combien de pièces il y a dans un échantillon. Ce n'est pas le nombre d'échantillons, OK? Donc, c'est important de bien comprendre ces différences-là. Donc, dans le tableau, c'est marqué nombre de pièces dans un échantillon. Il n'y a pas de S. Échantillon singulier. Donc, le facteur, c'est 0,18, OK, pour mon LCS. Et le LCS, je le multiplie par la moyenne, le 5,1, la moyenne de mes étendues. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la limite de contrôle supérieure. On ne va pas être trop poussé parce qu'il y a des personnes qui vont faire 3 limites. La limite de contrôle, ensuite, la limite de tolérance et la limite de surveillance. Donc, si on veut vraiment pousser un peu la théorie là-dedans, oui, on peut mettre 3 limites. Tolérance, contrôle et surveillance. Mais pour les besoins du cours, c'est correct de mettre juste une limite, la limite de contrôle. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, sachez que oui, il y a des personnes qui mettent 3 limites. Donc, si on dépasse la limite de surveillance, eux autres disent « Wow, non, on arrête la machine et on essaie de voir c'est combien. » Donc, c'est vraiment strict la limite de surveillance. Limite de contrôle, c'est un peu plus haut. Et la troisième, c'est la limite de tolérance. Là, c'est vraiment, on tolère beaucoup. Donc, moi, on va prendre la ligne du milieu, la limite de contrôle supérieur. Cette formule ici, très facile, je l'incrémente vers le bas. OK? La seule chose qui va changer, au lieu du plus, je mets un moins. Donc, c'est la moyenne des moyennes, moins 0,18 fois la moyenne des étendues. Donc, ça, c'est la deuxième formule. Donc, encore une fois, ceux qui veulent performer à l'examen final, il faut être structuré parce que oui, vous avez accès aux livres, c'est sûr que vous avez accès, mais si vous cherchez les formules et les méthodes pendant 20 minutes, vous n'allez pas terminer l'examen. Il faut être vraiment, vraiment structuré, avoir les étapes claires. Okay? Donc, ça, c'est la prochaine chose que je fais, les limites de contrôle supérieur et inférieur. Et maintenant, je suis ready à faire ma carte. Monsieur, Oui. votre 0,18, là, ça, c'est votre D4 dans le fond. Ça, c'est le facteur que j'ai trouvé dans le livre. Le D4, là. Parce que moi, ça m'a donné. Moi, j'ai trouvé 2,115. C'est pas le D4, c'est le A2. Ah, c'est là. Moi, A2. le A2, ça me donne 0,577 par contre, dans le livre, là. OK. OK, on va arrêter ça. Bonne question. Excellente question. Donc, je vais ouvrir mon livre et vous montrer. Moi, j'ai accès au livre ici, donc je vais ouvrir ça. Ça, c'est le bon moment de poser vos questions. OK. Donc là, j'ouvre le livre. Ma connexion Internet est lente.
OK. Je peux ouvrir le livre. Est-ce que tu te rappelles c'est quelle page, Dieu? Moi, je suis à 243. De 43? OK. 2, 43. OK. Oui, la réponse c'est 0,577. Tu as raison. Tu as absolument raison. Donc, le facteur 0,577. Wow! Wow! Votre prof a fait l'erreur que je vous ai dit d'éviter, je l'ai faite. Wow! OK. Donc, ici, on va corriger ça tout de suite. Voilà, 0,577. Ouais, 5, c'est ça. 577, c'est ça. Excellent. Et puis ici, je peux l'incrémenter. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et là, je l'incrémente vers le bas. Le plus. En fait, je l'ai fait par exprès parce que vous savez que votre prof ne fait jamais d'erreur. C'était un test. C'était un test pour voir qui. Alors, Dieu est le seul qui a passé ce test-là. Les autres, vous n'avez rien dit. Ah, vous avez. Donc, ça, c'est la bonne réponse. Alors, vous voyez, et mon père a toujours donné une expression ici. Est-ce que vous voyez mon écran ou non? Non? Je vais partager Bon, mon écran. Ici, où est-ce qu'il est mon zoom? Tic, tic, tic. Voilà. OK, là, je vais partager mon écran. Voilà. OK, là, vous le voyez. Donc, l'erreur est humaine et le pardon est divin. Ah! Alors, moi, je vous pardonne quand vous faites des erreurs. Et là, moi, j'en ai fait une, je l'avoue. Ah, je ne suis pas parfait. Donc, ça, c'est la bonne formule, effectivement. Donc, comme j'ai dit, moi, je vous ai dit de faire la bonne chose, n'est-ce pas? Donc, de prendre le facteur qui va avec 5. Et c'est 0,577. Et l'autre, même chose, 0,577. Donc, ça nous donne nos deux limites. Donc, la valeur centrale, vous voyez, c'est le même chiffre ici que je mets partout. Les moyennes, c'est les mêmes moyennes qu'ici. J'ai juste copié les chiffres. Et j'ai juste besoin de ces 4 lignes-là. Donc, moi, je les ai toutes mis ensemble, les lignes, pour être capable de faire mon graphique. Maintenant, ce que je peux faire, je peux sélectionner les 4 lignes en même temps. Alors, mes 4 lignes, c'est quoi? C'est limite de contrôle supérieure, limite de contrôle inférieure, valeur centrale et les moyennes. Donc, ça me prend ces 4 lignes-là pour être capable de faire mon graphique, pour faire ce qu'on appelle la carte des X, la carte des moyennes. Donc, je fais insertion, je choisis ce graphique-là qui s'appelle graphique courbe et je peux prendre le premier ou le quatrième, comme vous voulez. Premier ou quatrième, ça donne la même chose. Si je prends le premier, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. OK? Ça, c'est ma carte de contrôle. Alors, je peux la mettre sur une nouvelle feuille pour mieux voir. OK? Donc, ici, le titre ici, on va appeler ça carte des moyennes. Alors, vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une carte, les cartes. J'ai la carte des moyennes et ensuite, après ça, je vais faire la carte des étendues. Ça prend ces deux cartes-là pour être capable de voir si mon processus est sous contrôle ou en contrôle. OK? Alors là, je regarde une seule caractéristique. Alors, selon vous, est-ce que mon processus il a l'air d'être sous contrôle ou en contrôle? Hors Quelqu'un? contrôle, En contrôle. Pourquoi? parce que les valeurs, ils sortent des limites. Ben, en fait, j'en ai juste une qui sort des limites. Ouais, ben il y en a un autre aussi qui touche à la limite, là, mais je sais pas. Oui, oui. Alors, ça, c'est ça. Si on analyse ça, l'idéal, quelque chose qui est sous contrôle, on veut que les valeurs soient un peu au-dessus ou un peu en bas de la moyenne.
n'est-ce pas? Et si on voit qu'on est, même si on ne dépasse pas les limites, on est pas mal loin de la moyenne ici. Donc, l'échantillon ici, est-ce que j'ai les chiffres? Oui. Donc, juste pour vous montrer les chiffres. Ouais. Donc, ici, on voit que c'est pas bon. Ici, on est trop proche. Ici, on a carrément dépassé les limites. Ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 d'affilée qui sont en bas de la moyenne. Ce n'est pas une variation normale. Normale veut dire, oui, je m'attends à voir des variations, mais pas comme ça. Pas 9 d'affilée qui sont en bas de la moyenne. Ce n'est pas normal. Ça ne peut pas arriver dans la nature, ça. Donc, on dirait, non, j'arrête le processus et là, je vais utiliser un outil de qualité. Vous allez voir ça dans votre prochain TP. C'est quoi les outils de qualité pour améliorer la situation? Donc, en contrôle, on arrête ça tout de suite. OK? On aurait pu arrêter ici et juste faire ces quatre-là parce que je sais déjà que mon processus est en contrôle, mais je vais quand même vous montrer comment faire la deuxième carte, la carte des étendues. Donc, il faut faire les deux cartes. Donc, je reviens ici, la carte des étendues. Ici, il y a juste 3 lignes. Il y a la LCS, valeur centrale et les étendues. Dans votre livre, il vous dit de faire le LCI. Moi, je vous ai dit dans mon cours de ne pas faire la LCI, la limite de contrôle inférieure. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi elle est inutile, cette deuxième limite? Ça pourrait être une question d'examen. Pourquoi est-ce que ce n'est pas utile de faire la deuxième limite, la limite de contrôle? Parce que si elle se rapproche à 0, c'est plus idéal. Exact. Exact. Ça, c'est une bonne explication. Plus l'étendue est petit, plus je vais être content. Donc, je ne vais pas refuser un lot parce que l'étendue est trop petite. Jamais. Je vais être très content, je vais applaudir, je vais dire, wow, cool, mon processus, il est parfait. Je veux que toutes les pièces soient pareilles. Donc, c'est pour ça que c'est inutile de refuser quelque chose qui est trop bon. Ce n'est pas vraiment logique. OK? Donc, la formule ici, c'est, on prend le facteur. Donc, ici, je vais regarder ensemble pour que, on va voir juste assurer que j'ai pris le bon chiffre ici. Donc, ça va être le D4. Donc, on retourne dans notre livre ici pour voir, où est-ce qu'il est mon livre? OK. On va aller voir c'est quoi le facteur. Alors, le facteur D4, nous avons 5 pièces dans l'échantillon. Donc, ça, c'est la ligne qui est importante pour nous. OK? Donc, c'est le 2,115. Ça va être le facteur que nous allons utiliser pour la limite de contrôle supérieure. 2,115. OK? Est-ce que tout le monde comprend comment trouver le facteur? Donc, ici, lisez bien ici, nombre d'observations dans l'échantillon. Il n'y a pas de S ici. Même s'il y a 20 échantillons, on s'en fout du nombre d'échantillons. Ce qui est important, c'est le nombre de pièces dans un échantillon. Donc, c'est 2,115. Alors, je retourne à mon fichier Excel. Et est-ce que Canada l'a fait? On va voir. Non, il ne l'a pas bien fait. Alors, on va changer ça ici. On a dit c'est 2,115. Et ensuite, j'incrémente. Voilà. Ma valeur centrale, je l'ai appelée valeur centrale, mais c'est la moyenne des étendues. Moyenne des étendues. Et les étendues, c'est ceux qu'on avait trouvés en haut ici. Les étendues, on va trouver les étendues qui étaient ici. Donc, c'est le même chiffre qu'ici. OK, donc on peut incrémenter ça. Voilà. Donc, ça, c'est mes étendues. Donc, avec ces 3 lignes-là, et si je dis lignes, mais aussi ça aurait pu être des colonnes. Ça dépend comment je vous donne l'information au départ. Donc, ne prenez pas ça pour du cash, que c'est toujours des lignes. Des fois, l'information va être mise de façon verticale. Donc, ici, je prends ces 3-là avec les titres. Avec les titres. Et ensuite, je fais insertion. Je m'en vais dans
Courbe, la même chose. Je prends le premier et ça va être mon graphique, la carte R. On va appeler ça carte R. Moi, je suis habitué de l'appeler carte R parce que R, c'est range. Mais si vous voulez appeler ça carte étendue, c'est correct. Et n'oubliez pas, dans un graphique, toujours marquer dans le sujet, moi j'ai mis carte étendue, mais ça serait intéressant aussi de marquer le sujet. Donc, c'est quoi la pièce? Est-ce que c'est des roues? C'est-tu une planche de bois? C'est-tu un morceau de métal? Qu'est-ce qu'on est en train de regarder? Quelle est la date? Donc, mettre la date. Et un commentaire. Donc, le commentaire, ça va être de l'analyse. OK? Donc, on fait insertion et je m'en vais dans zone de texte. Donc, je vais ajouter une zone de texte ici et ça sera mon commentaire. Donc, je peux le mettre ici. Et ça serait quoi mon commentaire? Est-ce que mon processus au niveau des étendues semble être sous contrôle ou en contrôle? Est-ce qu'on a dépassé la limite supérieure? Jamais. Donc, ça semble être correct. Est-ce qu'on est toujours à côté de notre limite supérieure? Non. On voit ici des fois en bas, des fois en haut, des fois en bas, des fois en haut. Donc, ça a l'air être correct. Au niveau des étendues, on pourrait dire le processus est sous contrôle. Et voilà. OK? Et on peut expliquer pourquoi, parce qu'on n'a jamais dépassé la limite de contrôle supérieur. Et si on voit ici en bas le bleu, on voit que le bleu, c'est la limite de contrôle supérieur. Le rouge ici, c'est la valeur centrale. Et le vert, c'est les étendues. Donc, c'est pour ça que quand j'ai sélectionné aussi les titres. Des questions? Commentaires? Réactions violentes? Oui, non? Non, tout est beau. C'est beau? Excellent. Good, good, good. Gabriel dit, c'est bon. Excellent. OK. Donc, est-ce que vous voulez continuer la correction ou est-ce que c'était comme trop facile? Je vais continuer. Alors, ici, donc, dans la question numéro 2, on demande de faire la carte C. Et ici, on appelle ça une carte par attribut. Attribut, il y a une différence avec l'autre. L'autre, on regardait une caractéristique qui était ou bien la longueur, le poids, la résistance. Ici, je regarde au complet. Est-ce que ça marche ou ça ne marche pas? Donc, pour n'importe quelle raison, je vais dire oui ou non. C'est ou bien oui ou non. OK? Je ne sais pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, les erreurs, je ne sais pas c'est quoi l'erreur, mais je sais, exemple, à la semaine numéro 1, il y a eu 52 erreurs. Ici, je ne sais pas c'est quoi la situation, si c'est des bilans, des choses comme ça. Il y a eu 52 erreurs. Dans tout ce que j'ai vu, il y avait 52 bilans qui avaient des erreurs. Donc, ça, c'est la carte C. Il y a aussi dans votre livre, on parle de carte P. Il y en a qui préfèrent la carte P, C, les deux sont bons, mais je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière dans ce cours-là, donc je vais juste vous montrer la carte C. Donc, il n'y a pas besoin d'étudier la carte P. P, c'est avec des proportions. C'est presque pareil, mais le calcul est différent. On va s'en tenir à ça pour cette session. Donc, je trouve la moyenne ici, la moyenne du nombre d'erreurs. C veut dire nombre d'erreurs. Et ça donne 32,65. Et là, je peux calculer ma limite de contrôle supérieure. Donc, le D30, c'est mon 32,65 erreurs. Plus 2. Le livre nous dit d'utiliser 3, mais selon mon expérience, 3, c'est trop tolérant. On ne va jamais trouver des erreurs ici. On va toujours dire, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment laisser la chance de faire des erreurs. Donc, selon mon expérience, 2, c'est un juste milieu. 1, c'est un peu trop strict. Fait que moi, je vous suggère de prendre le 2. OK? 2, c'est le nombre d'écarts types pour ceux qui ont pris un cours de statistique. L'écart type, ou sinon 2, ça peut être aussi la cote Z. Ça dépend comment on le voit. Donc, fois la racine du même chiffre, la moyenne de
du nombre d'erreurs. Donc, la formule est assez simple. Le nombre d'erreurs moyen plus 2 fois la racine carrée du nombre d'erreurs moyen. Ça, c'est la limite supérieure. La limite inférieure, c'est exactement la même logique que l'autre. Un calcul inutile. Je l'ai fait quand même, juste pour vous montrer le calcul. C'est le même calcul, mais j'ai mis un moins au lieu d'un plus. Mais la LCI, inutile de la faire. Dans votre livre, c'est marqué que oui, il faut la faire parce qu'on ne veut pas que nos pièces soient trop bonnes. Je n'ai pas compris pourquoi on ne voudrait pas que nos pièces aient plus d'erreurs. C'est pas vraiment logique, mais lui, il dit, ben oui, si la précision est trop bonne, il va falloir charger plus. OK, c'est une façon de le voir, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Moi, je ne vais pas commencer à me plaindre mais si j'ai trop peu d'erreurs. Jamais je vais me plaindre de ça. Donc, pour mon examen à moi, juste faites la carte la limite de contrôle supérieure. Donc, ici, on voit c'est le même chiffre ici, c'est le 44,08. J'ai ma valeur centrale, qui est la moyenne du nombre d'erreurs. Et la troisième colonne, c'est le nombre d'erreurs par semaine. Donc, j'ai besoin de ces trois choses-là pour faire ma carte. Donc, je sélectionne les trois ensemble. Je ne veux pas inclure la moyenne ici. Et même chose, je m'en vais dans le graphique courbe et je prends le premier et voilà ma carte. Ça s'appelle une carte C. Donc ici, on peut la nommer carte C pour donc c'est des bilans que je suis en train de... Et on peut donner la date, ça peut être le 8 mai 2020. Voilà. Alors, est-ce que ici, le processus, c'est des êtres humains qui font des bilans. Okay? Est-ce que le processus est sous contrôle ou en contrôle? Donc, si je le mets sur une nouvelle feuille, on peut mieux l'analyser. On a dépassé la LCS, la limite de contrôle supérieure, plusieurs fois. Et là, on peut arrêter ça et dire, wow, les comptables qui travaillent là ou les techniciens en comptabilité, il y a trop d'erreurs. Qu'est-ce qui se passe? Ça se peut que ce soit le logiciel. Ça se peut que ça soit un mauvais training. Ça se peut que les données du départ, on ne sait pas le pourquoi. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un problème et on doit, avec un outil de qualité que vous allez faire dans votre prochain TP, d'essayer de découvrir c'est quoi. Peut-être que vous allez utiliser une carte Ishikawa. Vous allez voir c'est quoi Ishikawa. Okay? Peut-être que ça va résoudre le problème. Donc ici, ça, le but d'une carte, c'est juste savoir est-ce que le processus est sous contrôle ou en contrôle. Ici, on voit que c'est en contrôle. Trop d'erreurs. That's it. Pas besoin d'être plus détaillé que ça dans l'explication. On a dépassé la limite. Okay? Donc, ça, c'était la question numéro 2 de votre devoir. La question numéro 3, c'était plus au niveau qualitatif. Alors, ici, j'ai eu une question de Mylène cette semaine. Toujours un plaisir d'avoir tes questions. Alors ici, je ne sais pas si vous voulez toutes les faire ou est-ce qu'il y en a que vous voulez regarder. Donc, la première, je vous ai donné la réponse de la première, c'est du contrôle de la qualité. Aussitôt qu'on voit le mot « vérifier », je compare deux choses. Vérifier, c'est la même chose que contrôler. Okay? Ce sont des synonymes. Je vérifie, c'est-à-dire je compare deux choses, c'est bon ou c'est pas bon. Là, je vois si la pièce est bonne ou pas bonne. Ça, c'est du contrôle de la qualité. Pour la numéro 2, là, on parle d'un budget. Oh, budget, long terme, bien, ce n'est pas du contrôle, je ne compare rien, ce n'est pas de l'assurance. Assurance, c'est des procédures. Et ici, on ne parle pas de procédure encore. Et donc, ça devrait être de la gestion. OK? Le numéro 3, j'ai étudié pour la fiabilité d'une méthode de contrôle. OK? Donc, je ne suis pas en train de calculer rien maintenant. Je vois si une méthode, quand je parle de méthode, là, c'est plus de l'assurance. Donc, ça serait de l'assurance.
Ah, c'est assurance. OK? Donc, les méthodes ou la procédure va nous dire comment faire le contrôle de la qualité. OK? La quatrième, mais là, vous savez c'est quoi une carte de contrôle. Donc, je remplis ma carte de contrôle. Donc, dans ma carte de contrôle, je compare ce qui est bon versus ce qui n'est pas bon versus un dessin, n'est-ce pas? Donc, c'est du contrôle. Carte de contrôle, c'est du contrôle. Si c'était marqué, donc la procédure, je dois faire 8 cartes de contrôle par jour, ça serait de l'assurance. Assurance, je dis comment faire le contrôle. C'est une procédure pour me dire comment faire le contrôle. Ça, c'est de l'assurance. Numéro 5, préparer les calculs. Bien là, il nous dit comment faire les prélèvements. C'est de l'assurance. C'est une procédure qui va nous dire comment faire. Donc, c'est de l'assurance. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce qu'il y en a qui comprennent? Est-ce que quelqu'un a compris ça ou pas du tout? Gabriel dit oui. Anna dit oui. Good. OK. Le numéro 6, fixer une limite de tolérance. Donc, ça, c'est exemple, je coupe du bois et je veux que ça soit, je ne sais pas, 39 cm de long, plus ou moins 4 mm. Donc, le plus ou moins 4 mm, c'est ma tolérance. Je tolère que ce soit un peu plus grand ou un peu plus petit, n'est-ce pas? Donc, je fixe une limite de tolérance. Donc, je suis en train de dire comment je vais faire le contrôle de la qualité. Donc, c'est de l'assurance. OK? Parce qu'il nous dit comment faire le contrôle de la qualité. Numéro 7, 2 c'est un objectif à long terme. C'est de la gestion. Nommer le responsable, ça, c'est de la gestion. Proposer une nouvelle méthode, c'est de l'assurance. OK? Parce que ça va être, je dis comment faire le contrôle de la qualité. Le comment, c'est dans la procédure. Numéro 10, je calcule l'écart. Ça serait, je vous laisse aller, c'est lequel? Mylène, qu'est-ce que tu as mis pour le numéro 10? 2 secondes. Calculer, c'est un verbe. Je calcule l'écart. Est-ce que c'est de la gestion, de l'assurance ou du contrôle? Puis, je dirais dans contrôle. Non, je dirais dans l'assurance. Tu dirais l'assurance? Ouais, parce que ça dit comment le faire. En fait, il ne dit pas comment. Il dit qu'il est en train de le faire. Et là, il compare les deux. OK? Donc, quand je compare le dessin, je compare le dessin avec la bonne pièce et je vois la différence entre les deux, c'est du contrôle. OK? Mais bien essayé, bien essayé. Numéro 11, rédiger un rapport. Donc, j'ai déjà fait l'analyse de la qualité. Donc, j'ai déjà fait le contrôle et là, je dois rédiger un rapport. Donc, ça serait dans l'assurance. Le numéro 12, le pourcentage optimal à tester. On dit comment. Ici, c'est combien est-ce que je devrais tester? Bien là, c'est de l'assurance. C'est la procédure qui explique comment je vais faire le contrôle. Je sais que ce n'est pas toujours évident ici. C'est pour ça qu'il faut se pratiquer. Le numéro 13, j'ai encore une fois, c'est à long terme, un but à long terme, donc c'est de la gestion. Numéro 14, j'organise des séminaires, c'est de la gestion. Numéro 15, je fixe une norme de qualité. Le service de mise en marché, c'est de l'assurance. Numéro 16, un plan d'échantillonnage. Là, vous savez, c'est quoi un plan d'échantillonnage? C'est quoi un plan d'échantillonnage? C'est dans le dernier vidéo que je vous ai envoyé. Est-ce qu'on se rappelle c'est quoi un plan d'échantillonnage? Pour savoir combien prendre à chaque lot d'échantillons. Excellent. Bravo Dieu. Excellent. Donc, le plan nous dit combien de pièces. Donc, quand on dit comment tester, c'est de l'assurance. Excellent. Numéro 17, les coûts d'inspection et les coûts
Donc ici, je peux accepter ou la gestion ou l'assurance. Les deux pourraient être acceptables. Parce que la gestion, on sait que c'est plus à long terme. Moi, je dirais assurance, mais quelqu'un qui met gestion, c'est acceptable aussi. Les deux sont acceptables. Numéro 18, j'inspecte. Ben, inspecter, c'est sûr que c'est contrôler. Le 19, c'est du contrôle. Vérifier, c'est contrôler. Et 20 aussi, je rejette, c'est du contrôle. Donc, voilà les réponses de cette question-là. Donc là, j'espère que vous savez c'est quoi, ou un peu mieux, la différence entre la gestion, l'assurance et le contrôle de la qualité. Numéro 4, est-ce que ça a bien été? Est-ce que vous voulez en corriger une couple ou pas du tout? C'est possible au complet, juste pour être sûr de Oui, bien comprendre. oui. OK. Donc, le premier, il est fait, n'est-ce pas? Donc, le deuxième, mesure de la masse. OK. Donc, je mesure. Est-ce que d'abord, il faut se poser la question, est-ce que c'est destructif ou non destructif? Ben, je ne pense pas que je vais tuer un enfant en mesurant sa masse. Donc, je sais que c'est non destructif. Donc, c'est ou bien numéro 3 ou numéro 4. Maintenant, l'autre question, 100%, on a dit quand la santé de quelqu'un est ou quand c'est un produit A ou quand on parle de la santé, c'est mieux de tester 100%. Donc, la réponse, moi, j'irai avec 4. Parce que chaque enfant sera mesuré à la fin pour voir s'il est en santé ou pas en santé. Numéro 3, le contact électrique des ampoules. Donc, encore une fois, la question, est-ce que c'est destructif ou non destructif? Bien, une ampoule, juste en faisant le contact, c'est non destructif. Et ce n'est pas une ampoule, ce n'est pas un produit A, n'est-ce pas? Donc, je vais y aller par échantillon. Ensuite, le numéro 4. OK, là, je mesure. Donc, là, je vais allumer l'ampoule, puis quand l'ampoule ne fonctionne plus, bien là, je vais savoir c'est combien de temps ça dure. Donc, c'est un test destructif. Est-ce que je vais faire la même chose pour toutes les ampoules? Je ne pense pas, parce que sinon, je n'aurai rien à vendre. Donc, la réponse est 1. Je vais juste faire un échantillon. J'allume l'ampoule pendant, je ne sais pas, 400, 500, 800 heures. Je ne sais pas combien de temps ça dure une ampoule. Et voilà. Numéro 5, vérification visuelle du remplissage des caisses à l'emballage. Donc, est-ce que c'est destructif ou non destructif? Ben non, ce n'est pas destructif, donc non destructif. Est-ce que j'ai besoin de toutes les vérifier un à un? Pas vraiment besoin de toutes les vérifier. Donc, ça pourrait être le 3. OK? Donc, peut-être que je vais prendre, exemple, si la personne est en train d'emballer, puis il y a 8 sacs, et là, il peut juste en inspecter un ou deux, voir si c'est bien fait. Quelqu'un qui voit si l'emballeur fait une bonne job. Donc, il n'y a pas besoin de toutes les regarder. Ce n'est pas, encore une fois, des produits A. 6, analyse chimique. Donc, une analyse chimique, oui, c'est destructif. Et est-ce que je vais tout inspecter, tout le lait? Ben non, je ne peux pas parce que je n'aurai plus rien à vendre. C'est très rare de voir le numéro 2. Super rare de voir ça. Donc, ça serait un test destructif par échantillon 1. Numéro 7, essai de résistance de la pression. Donc là, je vais mettre de la pression sur un poutre d'acier, n'est-ce pas? Donc, c'est un test destructif. Donc, si la poutre est est mal faite ou si la poutre a un défaut, elle va briser. C'est essentiel de faire ça, donc, parce que la santé et sécurité des gens est en jeu. Et donc, je vais toutes les tester. Donc, c'est 2. En fait, c'est une des rares fois où la réponse est 2. Mais ça ne veut pas dire que toutes les poutres vont briser. Mais je vais mettre de la pression sur chacune, voir si...
Et ça peut être de la pression interne, ça peut être de la pression externe. Je ne suis pas un expert là-dedans. Je pense que c'est une pression interne. Donc, on met un liquide pour voir si ça marche ou non. Mais si ça brise, OK, on sait qui doit être remplacé. Si ça ne brise pas, tant mieux, on peut le mettre en action. Donc, ça, c'est une des rares fois que c'est la réponse 2 ici. Ensuite, numéro 8. Donc, ici, j'ai 8, 9. Je vais monter ça. OK. 8, vérification du volume de peinture. Donc, ici, je pèse ça. Donc, c'est un test non destructif, donc ou bien le 3 ou le 4, et je n'ai pas besoin de vérifier 100%, donc ça serait 3. OK? Alors, il y en a ici, donc ça, cette réponse-là, on peut mettre 4. Est-ce que vous vous rappelez le Poka-Yoke? J'ai parlé du Poka-Yoke. Alors, si j'ai un système automatique qui peut mesurer chaque bidon de peinture avec une vitesse ultra rapide, je peux dire 4. Donc ici, si vous mettez 4, juste justifier que ce n'est pas inspecté par un être humain, mais par une machine. Et dans ce cas-là, oui, j'accepterai la réponse, donc 4. Donc si vous me dites 4 avec un Poka-Yoke, c'est acceptable. Mais si c'est mesuré, pesé par un être humain, non, il ne va pas toutes les mesurer. Donc, il ne va pas toutes les peser. Numéro 9, un test de goût d'un jus. Bien, quand je goûte au jus, je ne peux plus le vendre. Ce serait pas mal dégueulasse de le cracher et de le vendre. Donc, c'est un test destructif par échantillon. Donc, la réponse serait 1. Numéro 10. Vérification d'une mode de facturation, type d'erreur, comptable, OK. Donc ici, c'est un test non destructif. Et est-ce que je dois toutes les vérifier? Non, je ne dois pas toutes les vérifier. OK. Je fais des échantillons. Donc, non destructif par échantillon, je dirais 3. Si, encore une fois, si c'est une machine est capable de faire ça, tant mieux, mais jusqu'à maintenant, je ne pense pas. Je pense que c'est des êtres humains qui vérifient ça. Numéro 11, contrôle des actes médicaux. C'est non destructif par échantillon. Donc, encore une fois, c'est 3. On ne va pas toutes les vérifier. Ils n'ont pas le temps. Il y en a des millions et des millions, donc non. Numéro 12, contrôle des dates de fraîcheur. C'est non destructif. Je regarde juste la date et je ne regarde pas tous. Je ne suis pas obligé de tout les regarder par échantillon. 3. OK. Encore une fois, ici, c'est justifié. Si vous me dites 4, exemple, on engage quelqu'un spécialement pour ça parce qu'on a eu des personnes qui étaient malades et là, on va s'assurer que tout ce qu'on vend est OK, c'est possible, mais moi, j'ai travaillé dans un supermarché, puis non, on ne vérifie pas 100%. Normalement, c'est la personne qui l'achète va regarder la bouteille, le contenant, va dire « Ah, ça, il n'est pas assez date », mais il n'y a pas d'employé qui va vérifier 100%. Numéro 13, essai de pression de gazéoduc. Donc, la pression, c'est comme l'autre, c'est un test destructif. Donc, on met de la pression et effectivement, si la pression est trop haute, bien, il y aura un problème. Donc, c'est un test destructif. Donc, encore une fois, le 2. Si ça passe le test, lui, on peut quand même réutiliser la pièce. Donc, ça serait un 2. Numéro 14, le moteur, bien là, on roule le moteur au maximum. Donc, c'est un test destructif et ce sera par échantillon, donc 1. Et le dernier, examen final en gestion des stocks, en gestion des opérations. Est-ce que c'est un test destructif ou non? Ben moi, quand je corrige, ben, si c'est un morceau de papier, je vais marquer du rouge dessus, des X comme ça. Fait que oui, je détruis vous n'avez plus être capable d'utiliser votre papier. Et je vérifie chacune, donc c'est 2. Voilà.
Donc, on voit Moi, que je le... l'avais interprété. Pardon? Excusez. Je l'avais interprété dans le sens ça détruit pas les gens là, dans ce sens-là. Ouais, ouais. Mais si tu le fais en version papier, ben, tu ne pourras plus l'utiliser l'année prochaine. OK, c'était plus au niveau du papier, c'est pas comme au niveau de la personne. Genre, je Non, pensais que c'était non, une blague, non, là. non, non. OK, Exact, c'est bon. exact. C'est humoristique. La dernière question, la question 5. Je vous ai demandé de faire un graphique Pareto. Ça ressemble à ça, un graphique de Pareto. Alors ici, ce que j'ai fait, d'abord, j'ai calculé les pourcentages. Donc, j'ai calculé mon total. J'ai fait le 3875 divisé par le total. Donc, ça me le donne en pourcentage. On veut toujours que nos graphiques soient en pourcentage, n'est-ce pas? Ensuite, j'ai trié. Donc, j'ai trié selon le plus grand. Donc, on voit les erreurs les plus communes. C'est ça, les erreurs les plus communes ou les plaintes les plus communes. J'ai fait une colonne avec le pourcentage cumulé. Pour ceux qui ont oublié comment faire ça, je prends le pourcentage d'en haut plus le pourcentage qui est à gauche. Donc, il y a une formule ici dans la deuxième cellule et c'est celle-là la deuxième que je vais incrémenter jusqu'en bas. La première, il n'y a pas vraiment de formule. J'ai juste pris le chiffre qui était à gauche. J'ai fait égal, puis j'ai pris le chiffre qui est à gauche. Donc, ça, été trié. Une fois que ça, c'est trié, bien, je vais le faire avec vous. Donc, ici, je prends les pourcentages. OK. Donc, ici, même, je peux prendre le titre si je veux. Non, je vais juste prendre les pourcentages. Donc, je prends les pourcentages. Ce sera ma première série. OK. Donc, je fais insertion. Et ici, je prends histogramme. Et là, je vais le prendre en 2 dimensions parce que je sais que je vais rajouter une deuxième série. Si je prends à 3 dimensions, c'est plus beau, mais je ne vais pas être capable d'ajouter ma deuxième série. Donc, c'est pour ça que je prends lui. Et ensuite, donc, je sais que je vois ici que mes titres sont assez longs. Les étiquettes sont assez longues. Donc, moi, je l'ai pris vertical, mais là, je réalise que non, ce n'est pas une bonne idée de le faire vertical parce que les titres vont se chevaucher. Donc, là, je réalise que non, je vais faire le même graphique, lui, l'histogramme, mais là, je vais le faire en 2 dimensions. Donc, vous voyez que c'est ça que j'ai fait à droite, là. Donc, 2 dimensions parce que les étiquettes sont assez larges. OK? Alors là, maintenant, je peux rajouter mes étiquettes. Donc, sélectionner les données. Je modifie mes étiquettes ici. Et mes étiquettes, c'est les types de plaintes. Voilà. Et on voit ici que j'ai beaucoup d'espace ici. Donc, c'est super beau, c'est super clair. Et spécialement si je veux le mettre sur une nouvelle feuille. Et ensuite, je veux maintenant ajouter ma deuxième série. OK? Donc, 2 choses que je veux faire. Je veux que les bandes soient collées. Donc, voici comment on voit que je clique sur une des bandes. Ils sont tous sélectionnés. Je fais un clic du bouton droit et là, je vais faire mettre en forme une série de données parce que je veux que les bandes soient collées. Alors ici, ma largeur de l'intervalle, je le mets à 0. Et on voit qu'ils sont tous collés ici. Donc, un histogramme, les bandes doivent être collées. OK? Alors ici, si je mets varier les couleurs par point, on voit que chacune a une belle couleur. Donc, ça peut être intéressant de faire ça. Un peu plus beau. Et là, je vais rajouter ma deuxième série. Et la deuxième série, c'est une ligne, c'est une courbe comme ça. Donc, je fais un clic du bouton droit, sélectionner les données. Et là, à gauche ici, on voit ici « Ajouter ». Je vais ajouter une série. Donc, je clique sur « Ajouter ». Il me demande c'est quoi le nom. Moi, c'est les pourcentages cumulés. Ici, mes valeurs, c'est les pourcentages cumulés. Alors, je vais sélectionner mes valeurs ici. Excellent. Donc, on voit ici qu'il me les a rajoutées en rouge. Mais moi, je veux que ça soit une courbe. Pas super beau, ça, n'est-ce pas? Donc, je veux modifier le type de graphique ici. Donc, ici, j'ai fait un clic du bouton droit. Modifier le type de graphique. OK? Donc, ici, nous autres, on veut un graphique qui est... On veut que ça soit plus combiné.
Donc, ça va être courbe. On ne veut pas deux courbes, on veut un graphique qui est combiné. OK? Donc, lui, ça va être une courbe. Donc, les pourcentages cumulés et les pourcentages réguliers ou les fréquences relatives, ça sera en forme d'histogramme. Donc, c'est ça qu'il a fait. On voit c'est ça qu'il a fait automatiquement. Donc, le cumulé, c'est courbe et la série 1, c'est un histogramme groupé. Et ça donne quelque chose comme ça. OK? Donc, ça ressemble à ça. Ça pourrait être intéressant. Et si je le mets sur une nouvelle feuille, ça va être un peu plus clair. Et là, je peux agrandir ça pour être capable. Donc, oups. OK. Donc, ça, c'est mon graphique Pareto. Et là, je pourrais, dans mon commentaire, parce qu'il va falloir que je mette un titre et que je mette un commentaire. Donc, vous voyez ici qu'automatiquement, il me l'a mis ici vertical. C'est correct parce qu'on voit mes étiquettes sont en forme ici en diagonale. Moi, j'en avais fait un autre ici. Vous voyez que je l'avais mis ici horizontal. Les deux sont acceptables. C'est juste une question de look. Moi, ça ne me dérange pas si les bandes sont horizontales ou verticales, tant qu'on puisse lire bien les étiquettes. Et là, vous voyez que j'ai mis un titre. C'est les pleins de l'entreprise Acme. À Sainte-Thérèse en 2018, j'ai inventé un titre, mais à l'examen, je vais vous donner plus d'informations de c'est quoi le nom de l'entreprise. Et dans le commentaire, il faut toujours rajouter un commentaire. Le commentaire, ça va être, on voit que les trois types de plaintes les plus graves sont ceci, ou les 4 premières. Ça pourrait être mon commentaire. Cool. Est-ce qu'il y a des questions? Des commentaires? Est-ce qu'on a compris quelque chose? J'avais une question, c'était concernant le graphique. Comme j'ai été voir sur YouTube, puis il y avait un gars qui faisait justement un graphique de Pareto, puis ça ressemble comme plus ou moins à ce que vous avez fait. Est-ce que je pourrais juste envoyer, mettons, le fichier pour que vous puissiez le regarder, puis je sais pas, les gens, si ont fait la même chose, là? Ça ne ressemble pas à ce que j'ai fait? Ben, non, pas vraiment. Ben, OK. je vais l'envoyer dans la conversation, comme ça, je sais pas les autres pour pouvoir regarder aussi, là. OK. Cool. Mais le but d'un Pareto, un graphique, c'est d'être capable d'analyser rapidement. Donc, ici, on voit en bas, je vois les types de plaintes les plus communes. C'est ça un Pareto, c'est le 20-80. Il y en a 20 ou 30 des types de plaintes qui sont à peu près à 70 qui vont régler 70 des problèmes. Donc, le graphique devrait rapidement te donner cette information-là. Donc, peut-être que la forme est un peu différente, mais Pareto, ça ne peut pas être différent que ça. C'est basé sur le 20-80. Mais j'ai hâte de voir ça. Envoie-moi ça, j'ai hâte de le voir. Je vais te donner mes commentaires là-dessus. OK. Cool. Alors, messieurs, OK, dames, ça fut un plaisir. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous envoyer votre deuxième TP à faire pour vendredi prochain. Cool? Non, pas cool? All right. À remettre vendredi prochain. Oui, vous aurez une semaine pour le faire. En équipe de 2. Obligatoire. Non. Si vous voulez le faire seul, il n'y a pas de problème. C'est bon. OK. Ciao. Bonne semaine. Oups, j'ai vu maintenant, Pierrot m'a écrit pour contrôler. C'est pour tantôt. C'était quoi ton commentaire? Est-ce que je ne l'avais pas vu? Tu avais dit c'était pourquoi le quart de contrôle. Ah, OK. Pour contrôler. Bonne réponse, Pierrot. Eres muy pilas. Sí. All right. Bonne semaine. Bye, bonne journée. Ciao.